Ce matin, j'ai la chance de recevoir en studio un couple d'auteurs. Il s'agit de Daniel Roy et Gilles-Philippe Delorme qui vont nous présenter leur tout dernier livre, l'affaire Gerda Munsinger. Bienvenue à tous les deux à l'émission. Bonjour. Merci, François. Écoutez, on va commencer d'abord. J'aimerais connaître votre parcours à tous les deux qui vous a amené jusqu'à l'écriture de cet ouvrage-là. Comment ça a débuté? On va commencer avec vous, M. Delorme. Ben moi, ma carrière, elle est dans le journalisme. En 1966, quand éclate cette affaire, je suis jeune journaliste à Radio-Canada, dans la salle des nouvelles. 1966, j'ai déjà des seniors qui sont là, Jean-Marc Poliquin, des correspondants à Ottawa, qui suivent l'affaire. Mais moi, j'ai une information que je dévoilerai plus tard qui me fait comprendre que tout ce qui se passe là, c'est un peu étrange. Je continue mon métier de journaliste, je continue ma recherche, et ça va me prendre presque 25 ans à ramasser tous les morceaux de cette histoire, tout en faisant mon métier, correspondant, etc., à Radio-Can, ensuite animateur, sciences-réalité, etc. Et ce n'est qu'en 92 que j'aurai tous les morceaux. Et là, je lancerai un défi à Danielle, qui, elle, était comédienne et veut écrire. Je lui lance le défi, elle va vous raconter son bout à elle. Bon, ben... Mais il y aura après une autre période de 20 ans pour arriver à la version d'aujourd'hui. Je vous dirai pourquoi. Oui, on y reviendra. Donc, de votre côté, le parcours qui vous amène jusqu'à ce projet. Bien, quand j'ai rencontré monsieur, j'ai... Ça fait longtemps. il y a très, très longtemps, j'étais comédienne. Et je dois avouer que ce métier-là commençait à... Ben, je vieillissais, les rôles étaient moins intéressants, puis j'étais peut-être pas faite pour ça. Et j'ai toujours écrit. J'aime ça écrire. C'est une passion. J'aime lire et ça m'amène à écrire beaucoup. En tout cas, bref, il me fait lire ça parce que je disais, moi, je vais écrire, mais je ne vais pas écrire sur moi. Je vais écrire... Puis l'histoire m'a toujours passionnée. L'histoire du pays, bon, l'histoire. Alors, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça passionnant, puis... j'ai décidé de plonger. Et donc, c'est à ce moment-là, étant déjà un couple dans la vie de tous les jours, vous décidez d'unir vos plumes pour réaliser ce projet-là ensemble. Donc, et là, on parlait d'une première édition. En fait, moi, j'ai surtout constitué une recherche. C'est énorme, là. Il y avait des bouts écrits, etc., mais c'était très journalistique. Ouais. Hein? C'était les faits, racontés, il était là à telle place, il a fait telle chose, etc. Et j'ai eu aussi, bien sûr, des confidences dont on parlera. Mais elle, à ce moment-là, s'est vue devant un défi d'écriture. Et on s'est regardé, et moi, j'ai dit, non, je ne veux pas que ce soit un récit journalistique. Je veux que ce soit un récit d'histoire. Fait que ça, on résumait la collaboration. Vous avez été responsable de la collecte de l'information, réunir les pièces du puzzle, et pour l'assembler... oui, mais... Et la rendre lisible, la rendre intéressante, c'est elle qui a amené le génie de la langue, les dialogues reconstitués. Ce qui était drôle, c'est qu'elle allait travailler dans la journée, puis moi, j'étais à la maison comme comédienne, puis avec le genre de travail que je faisais, j'avais du temps. Alors, j'étais à la maison, là, je me posais des questions, puis là, je prenais des notes. Quand il arrivait, je sautais dessus, pas de souper, rien. Bon, ça, là, ça marche pas. Il va falloir trouver ça, c'est quoi. Puis on a continué à enquêter ensemble. On est allé lire des journaux, tout ça. Ça a été pas mal excitant, là. Fait que ça a été... Parce qu'il y a une contrainte énorme, hein, quand vous voulez inventer des dialogues reconstitués sur un récit où vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas inventer les événements. C'est une mécanique extrêmement difficile, c'est très astreignant. C'est ça qu'elle a réussi. Ouais. Et quand les gens lisent cette affaire-là, d'abord, l'histoire, ça les fascine. Ils disent, c'est pas possible, c'est un thriller politique, cette affaire-là. Mais en même temps, ils disent, oui, mais quelle écriture, c'est un bonheur de lire. Ça, c'est ça peut-être le succès, au fond, du tandem. Non, mais il y a aussi aller fouiller encore davantage pour tout remettre, pour pas être attaqué quand paraîtra... Pour être fidèle, c'est ça. Oui, pour pas se faire dire, ben voyons, vous avez... être étanche, hein, étanche. Vous êtes planté. Puis paraître sérieux dans la démarche aussi, parce que c'est pour pas que ça soit pris à la légère. Ah non, on n'essaie pas de paraître, nous sommes. Oui, absolument. Parce que c'est une brique, hein? C'est presque 500 pages, là. Et là, on parle de la démarche, mais là, les gens à la maison commencent à avoir l'eau à la bouche. Mais de quoi traite ce livre? Je vais vous l'expliquer. Vous savez, on dit souvent, le Canada, c'est un pays sans histoire. Eh bien, savez-vous qu'au Canada, on est capable d'inventer un scandale gigantesque qui va capter l'attention de tous les Canadiens, francophones et anglophones, pendant presque 2 ans, et en même temps cacher une affaire que personne ne soupçonnait depuis
45-46 ans, jusqu'à la publication de ça, que le Canada était capable de se permettre un coup d'État. Un coup d'État, ce n'est pas militaire. Militaire, c'est un putsch. Un coup d'État, c'est un renversement de gouvernement de façon illégale et illégitime. OK. C'est pour couvrir ce coup d'État qu'on va inventer ce scandale et monter de toutes pièces ce scandale à partir de l'idée d'une Allemande qui était arrivée au Canada dans les années 60, qui fréquentait des millionnaires et des hommes politiques, mais qui serait décédée. On n'avait aucun indice comme quoi c'était une espionne. Mais sachant qu'elle était décédée, qu'elle était allemande et venue de Berlin après la guerre, Berlin-Est. On pouvait lui créer la une recette, histoire, là, c'est ça. les ingrédients étaient là. Et ça va partir de la famille Simard de Sorel qui va transmettre une information au ministre de la Justice de l'époque, député de Sorel, Lucien Cardin, qui va l'amener à Guy Favreau, chef du conseil privé et du cabinet de Lester Pearson, pour bâtir une opération scandale impliquant un ancien héros de guerre canadien, québécois, Pierre Sévigny, ministre de la Défense du gouvernement conservateur, mais retiré de la politique. On va lancer ce scandale à la face de tout le monde. On va condamner, littéralement, détruire, démolir la vie personnelle et la carrière de Pierre Sévigny. Tout ça pour cacher cet autre scandale qui est un coup d'État, dont même aujourd'hui, après 46 ans, ou ça va faire 50 ans dans 2 ans, là, 48 ans, on ne veut pas reconnaître que Lester Pearson a pris le pouvoir en 1963 de façon illégale et illégitime, que ce n'était pas une succession normale, c'était un coup d'État. On ne veut pas écrire ce petit bout-là dans l'histoire canadienne. Et moi, Donc, je me bagarre avec ça, avec Daniel et avec d'autres depuis 1970. Notre bagarre a commencé à Toronto Parce que avec, des avec éditeurs Pierre vous ont Nadeau, refusé avec cette avec Pierre histoire. Nadeau, Énormément, mon ouais. camarade et ami. Ouais. Dans les années 70, les grands éditeurs anglophones du Canada vont nous dire jamais nous ne publierons quoi que ce soit qui puisse porter atteinte à la réputation de M. Pearson. C'est une icône, c'est un grand aéroport, et on ne veut pas que dans les livres d'histoire, hein, on veut pas que dans les livres d'histoire, ce soit écrit, ben oui, M. Pearson prend le pouvoir en 63 de façon illégale et illégitime. Puis à Montréal, il y a le D'accord, complexe on du veut. Favreau. Or, dans le Garde-Saumard. livre, tout est là. Comme la démonstration, elle est incontournable du début à la fin. Tout est là. Les noms vrais sont là, les lieux vrais sont là, toute l'histoire, qui l'a fabriqué, qui l'a machiné. Et non seulement ça, mais même aujourd'hui, peu de gens ont survécu maintenant, après tout ce temps, Ouais. mais des enfants de ces gens-là nous ont confirmé cette véracité, cette histoire. Donc, elle est inattaquable. Donc, on fait vraiment la lumière sur Et comme on peut pas, phénomène. et François, comme on ne peut pas l'attaquer, ce que l'on fait, c'est on la passe sous silence. Ouais. Vous ne m'avez pas convaincu. Voilà. On a entendu ça. Vous ne m'avez. Alors, on se fait bouder depuis 20 ans. Mais vous avez finalement réussi à trouver un éditeur qui était prêt à se lancer dans C'est l'aventure. un bleuet! Oui, en plus. Wow! J'aime. On l'aime, Jean-Claude. Jean-Claude Larouche, je vous le dis, JCL. Il est prêt à prendre des Il risques. n'est pas, Oui. il est pas dans la grosse machine montréalaise des prétentieux éditeurs. Mais ça reste c'est un que gars, c'est une grosse c'est un gars qui a, machine en c'est un soi. gars- c'est un gars qui a du culot, Ouais. c'est un gars qui a de l'audace, puis c'est un gars qui sait lire. Et quand il a lu ça, lui, on lui avait remis un manuscrit. Il a regardé ça, il dit, mais ça n'a pas de bon sens. Il dit, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai passé la fin de semaine à lire ça. Il dit, moi, je publie. Avec les vrais noms. Parce qu'on avait Et- tout codé. Quoi, On tout- avait tellement peur. Parce qu'il y a 20 ans, c'est ça. On a fait une version codée. Ouais. Entièrement, là. Monsieur Pearson s'appelait M. Peppard, Monsieur Diefenbaker s'appelait M. Deckenridge. Fait que là, ça Et pouvait être perçu comme de la fiction à ce ben oui, moment-là. la fille s'appelait Greta Marchevecker. Ah, bon. Non, j'ai travaillé sur mon code. Mais là. Jean-Claude nous a demandé si on pouvait publier. Moi, à l'époque, j'avais une contrainte. C'est le témoin principal de cette affaire. Il se trouve que c'est ma tante. Ah. Mais ta tante et Pierre Sévigny aussi. Tante Jacqueline, dans les années 50, était une femme libérée avant que le nom soit inventé.
Et elle était la copine de cette Gerda qui vivait à Montréal. C'était deux belles jeunes filles dans la trentaine qui avaient Jeune du femme. boulot, un bon revenu, qui aimaient bien manger, qui aimaient bien rire, prendre une bonne Passer du bouteille bon de vin, temps, bonne passer du bon compagnie. temps, et qui, comme par hasard, et on ne peut pas leur Qui aimaient reprocher, l'argent, ils aimaient, hein? ils aimaient les millionnaires et les hommes Ouais. politiques. Regardons ça, puis le C'est la vie champagne. épicurienne. Ben hein? voilà, voilà. C'est exactement. Voilà. Alors, on a eu accès à tout ça et quelque temps avant son décès, tante Jacqueline m'a dit « J'aurais dû t'autoriser à publier tous les noms. Après tout, nous étions majeurs et vaccinés. À nous d'assumer. » Elle dit « Si jamais c'est réédité, elle dit « Mets tout. » C'est ce qu'on a fait avec l'édition L'affaire Gerda Munsinger. Alors là, c'est une histoire Moi, je l'ai connue, Gerda. rocambolesque à J'ai connu découvrir. Gerda. Moi, j'avais 18 ans, 19 ans. Elle venait à la maison. Elle n'avait pas l'air d'espionne. Non. Ben, de quoi ça a l'air, mais c'est- Non, ben, elle semblait être en plus une très belle femme, donc, qui Écoutez, attirait le regard. C'est sa photo. Oui, ben C'est sa justement, on l'a photo. vu sur le ça, livre. Ça vient des archives personnelles de tante Jacqueline, ça, cette photo-là. Et tante Jacqueline, en 66, quand le scandale a été passé, là, fin 66, début 67, elle est arrivée à Radio-Canada avec deux gros chariots. C'était une comptable chez Lalonde et Valois, l'ancêtre de Lavalin. Donc, c'est une femme méticuleuse, organisée, précise et tout. 2 boîtes complètes, d'énormes boîtes. Tout était là. Correspondance personnelle, Oh, ça, c'est fascinant. ce qu'elles C'est avaient une bu mine tel d'informations, soir, ouais. ce qu'elles avaient porté comme robe à tel party. Ça, du ça, parti, aussi, c'était tel vraisemblable. conservateur. Dépeindre le profil Voilà. de la Il femme en manquait question. la couleur des murs. Ouais. Mais on pouvait l'imaginer quand C'était même facile. facilement. C'était facile. Et là, malheureusement, on va devoir abréger la rencontre. Oui. On a déjà Déjà. débordé. Mais je veux quand même en profiter pour vous poser quelques questions pour aller chercher votre opinion. On fait ça pour cette édition du Salon du Livre. Alors, on va passer au segment Opinion d'auteur. D'accord. C'est simple, je vais vous poser 3 questions pour aller chercher votre point de vue, votre opinion ou vos idées. Donc, on va commencer avec une première, à tour de rôle. J'aimerais connaître le livre qui a marqué votre parcours. Je commence? Oui, Et vous voulez ça bref, hein? oui, on n'a Oui. plus beaucoup de temps. Alors, moi, malheureusement. ma première lecture là, éclairante, celle qui m'a propulsée dans le monde de l'imaginaire, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Et j'avais peut-être 10-11 ans. Et c'était des livres cachés dans le sous-sol parce que c'était à l'index à l'époque. Et moi, j'étais fouilleuse. Bien, j'aime ça être fouilleuse, je fouille encore. Alors, j'avais découvert ça, puis je lisais ça en cachette de mes parents. Les Quand on dit Misérables. c'était à l'index... À l'époque, c'était dans les années, je sais pas, moi je suis née en 45, fin 45, dans les années 50 quelque chose, c'était Duplessis. Les Misérables était un livre à l'index. OK, potentiellement dangereux. Dangereux pour, parce les que- livres de Zola aussi, je pense. Un Ben peu là, comme, on n'en parle même pas, je savais même pas qu'il existait, ce pauvre homme. Ça, c'était pas caché comme dans on le sol. décrit dans le livre québécois, Le Libraire, là, il y a Ouais, justement ouais. toute une collection qui est mise de Oui. côté. Puis qui... Et après ça a été levé, ça. Mais moi, quand j'étais une petite fille de 10-11 ans, j'étais cachée dans le sous-sol avec des livres d'anatomie où on voyait des choses qu'une jeune fille bien ne peut pas voir avant, je sais pas combien, son mariage. Voilà. De votre côté, le livre le plus marquant. Le livre le plus marquant, est-ce que j'ai droit à une bande dessinée et un livre ou juste un livre? Absolument. C'est parce que moi, de toutes les bandes dessinées de mon enfance, celle qui m'a marqué le plus, c'est Jehan et Pirlouit, qui sont ceux qui vont nous amener vers les Schtroumpfs. OK. Parce que les Schtroumpfs seront la conséquence de Jehan et Pirlouit qu'on lisait dans Spirou. Donc, on Ça, parle c'est- d'une une bande dessinée belge. Une bande dessinée belge. Spirou, c'est un petit peu le rival de Tintin. Oui. Et le Spirou, à toutes les semaines, on avait un album, un recueil. C'était plusieurs histoires. Et dans celle-là, il naîtra la série Jehan et Pirlouit qui vont, après, je sais pas, moi, 20 ans, 30 ans, aboutir chez les Schtroumpfs. À lire dès le début, au commencement, parce que c'est d'un drôle. Pirlouit est un être exceptionnel. Court, il veut Dans, court. dans le pas sérieux. Mais dans le très sérieux, moi, le livre marquant de ma jeunesse, de mon adolescence et du début de mon métier, c'est La condition humaine, André Malraux. Ça, c'est lourd et c'est extraordinaire. Ça m'a fait découvrir tout le problème qu'on vivait à l'époque. Extrême-Orient, Chine, Russie, tout ce qui était derrière cet immense mur qu'on appelait le rideau de fer, aller jusqu'à Pékin.
c'est sensationnel. Donc, la c'est ce qui a condition humaine. marqué Conditionnel. le départ. c'est Ça ce m'a qui a donné marqué, le goût ouais. du journalisme en même temps que le goût d'étudier et de suivre la politique. On va poursuivre avec une deuxième. On se rapproche de l'actualité. On passe de plus en plus du livre papier au livre numérique. Quelle est votre position? Moi, je serai toujours livre papier parce que l'objet, livre, l'odeur, le tenir dans mes mains, je ne sais pas, je suis trop vieille, là. Ils vont peut-être être pognés, entre guillemets, pour lire sur des tablettes, mais non, moi, le livre, pour moi, c'est l'objet essentiel. Moi, ma réponse, ça va être très, très crue, très claire. Moi, je suis un gars de contenu. Est-ce que ça vous fait mal, vous, d'avoir passé du 2 en papier à un 2 en métal? La transition, c'est bien fait. Pour moi, un changement de support, ce n'est qu'une transition. Je suis contenu. Cependant, j'aime quand même le papier. Mais c'est normal, naturel que ces transitions se fassent. Ça ne vous empêchera pas de lire On le n'écoute contenu, plus c'est la musique sur des 8 pistes. Non. Puis des cassettes. Hein? Bon, voilà, ça évolue. Mais On n'est pas au entièrement fond, c'est d'accord pas le contenu. C'est pas le contenu qui change. Au contraire, je pense que le contenu est plus accessible, et mieux diffusé et plus facile pour une plus grande part de la population. Voilà. Et puis peut-être que ça sauve des arbres. Oui, Ah, absolument. puis il est techno, en plus. Pas moi. Ben, faites science et réalité pendant des années, alors oui, je suis un peu techno. Et on va terminer avec ma dernière question, dont je soupçonne fortement la réponse. De tous vos livres, de toutes vos œuvres littéraires, lequel mérite sa place au grand écran? Ben voyons, là. Hey, Ça. si vous voulez, C'est écrit comme un scénario. si vous c'est voulez déjà un écrit. film ou même une série télévisée passionnante, canadienne, dans le trognon, Oui, Louis XIV, là, ça va de faire. A à Z, et en plus, qui est encore aujourd'hui dans l'imaginaire des gens. Je vous pose la question, François, l'expression « c'est une Gerda », vous avez déjà entendu ça? vous? Absolument, absolument. Ben, ça vient de ça. C'est elle, là. C'est elle, là. C'est, Pierre Sévigny, cette c'est un histoire. homme. Moi, je l'ai rencontré à la fin. J'avais fini. J'avais fini d'écrire le livre. Et je l'ai rencontré parce que là, je me suis dit, bon, je veux savoir si je vais le sentir. Je vais sentir que j'ai bien compris cet homme-là. Est-ce qu'il est fourbe alors que je le voyais plein d'honneur et droit comme un chêne? Alors, il vient à la maison et je me suis rendu compte que c'était un gars extraordinaire. Il y avait des défauts. Il a été léger, mais c'était un homme extraordinaire. Mais des défauts, on en a tous. Hein. Faut les Est-ce que accepter. je peux vous faire une Ben, il y a pas- suggestion? moi, j'en ai pas. Mais c'est Une pas la même suggestion rapide pour bien vous mettre dans le contexte. Oui. Là. Oui, c'est 500 pages. Oui, c'est passionnant. Mais vous êtes journaliste, vous. Allez donc lire la postface que j'ai ajoutée. Vous savez, on dit souvent le making of. Oui. Dans cette postface qui est dans la dernière édition, là, Mm-hmm. dans l'affaire Gerda-Monseigneur, vous avez une vingtaine de pages là, que j'ai écrites il y a un mois, et là, vous allez tout comprendre. Non, Et ça va vous donner toutes les clés d'accès pour ensuite lire tout le récit. Mais la clé, elle est dans la postface. Fait que c'est définitivement un livre à découvrir, à se procurer pour... C'est un thriller politique. Oui, pour une partie de notre histoire, Ouais. puis de l'histoire de nos médias, de l'histoire politique également. Écoutez, c'était fascinant de vous rencontrer. Vraiment, ça met l'eau à la bouche. Ça donne envie de plonger dans cette histoire-là. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. Merci d'avoir pris le temps de venir nous Ça rencontrer. nous a fait plaisir. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour, je sais pas s'il y avait un prochain projet ensemble. Moi, j'ai plein de trucs, mais je suis paresseuse. Oui, mais moi, je dis que la vie, c'est déjà tout un projet. Hein. Bon, ben écoutez, Ça fait quoi? Ça fait 35 ans qu'on est ensemble, là? On continue? On a vécu 10 ans sur un voilier, il y aurait à raconter là. On a plein d'affaires. Ah, Mais je peut-être ça pourrait être je un voudrais projet. que ça sera à surveiller comme Ouais. projet. Ouais. Écoutez, Mais si c'est elle qui l'écrit, là, ça va être effrayant ce qu'elle va dire du capi. Hein, le skipper, le capitaine Les d'un voilier de plaisance. Là, les capitaines. on Ah. appelle ça le capi. Ouais. Le capi va en manger. ben ça sera notre prochaine Probablement. rencontre, je vous le garantis. Merci beaucoup, je vous Merci, souhaite une belle François. journée. Merci à vous.